Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour cette émission sur performance du lundi 8 juillet 2013. Comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi de 18 h à 19 h. Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image. On va commencer tout de suite. Et je vous rappelle que vous pouvez participer de plusieurs manières, soit par le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission, soit par le chat audio Mumble. Le ventilateur. Il y a également du monde sur le Mumble là. Alors, son image ok, merci Matt, et on va commencer tout de suite. Alors toujours vendeur sur le CAC 40, donc aujourd'hui il y a eu un discours de Draghi, on va aller voir ce qui s'est dit. Et puis on va essayer d'avancer comme ça. Ok, donc ici notre position sur le CAC 40 qui a été prise à 3719, le CAC est actuellement à 3809, donc on perd 90 points. Une perte de 63,70 € en cours, sachant qu'on avait pris une perte de 19,80 € en fermant un tiers de la position. Précédemment, on avait enregistré un gain de 505 € sur une vente de l'or, donc on a toujours une belle progression du compte. On va aller voir un peu ce qui s'est passé ce jour. Alors on commence par le décortiquage technique de la journée. Donc ici en graphique 4 heures sur le CAC 40, la dynamique de fond est baissière. Vendredi, on a vu une belle hausse des marchés. Non, c'était jeudi en fait. Vendredi, on a été un peu plus hésitant. Ce jour, on a d'abord bien accéléré à la hausse et en cette fin de journée, on baisse un peu, on revient un peu sur nos pas. On est dans la zone de 50% de retracement de la dynamique baissière que l'on observe depuis les plus hauts de ces dernières années qu'on a observé le 28 mai dernier, au-delà des 4000 points, on était vers les 4050 points. Donc exactement à 4050.8. Récemment, on a marqué des plus bas lors d'une correction assez franche puisqu'on a perdu 11% en l'espace d'un mois, à 3569 points. S'en est suivi une phase de correction donc au sein d'une impulsion baissière sur un support important qui est la zone des 3600 points, voilà qu'on voit ici, et donc sur laquelle on a préappuyé de nombreuses reprises, toujours en rebondissant depuis ces derniers mois, donc en l'occurrence depuis le mois de décembre 2012, donc ça fait quand même plus de la moitié d'une année désormais qu'on tient ce seuil des 3600 points et sur lequel on rebondit. Donc l'impulsion a été forte, on a rebondi précédemment sur ces 3006, on est revenu au niveau de la résistance oblique baissière qui accompagnait le mouvement depuis le début de ce dernier, tracé en bleu sur mon graphique. Donc on a eu des amorces de correction qui n'ont pas été particulièrement suivies, mais c'est sur un début de correction qu'on a commencé à prendre position, on le voit ici. Donc d'abord on est remonté, on a fermé un tiers de la position ici. Ensuite, on a une accélération baissière assez franche, on a passé positif. Puis les acheteurs sont largement revenus, on est venu casser cette zone de résistance oblique baissière, tracée en bleu. Et m'a marqué un mouvement de correction assez franc, parce qu'on a dépassé les 50%, on s'approche des 61,8. Si on casse 61,8% de retracement de la dynamique baissière qu'on a observé depuis le 28 mai, à ce moment-là, je vais faire un second tiers de la position. Voilà, pas grand-chose de plus à signaler, on est donc dans ce contexte. J'ai une logique de sortie en cas de perte, j'ai un scénario qui est joué en cas de gain, donc voilà. Alors plus concrètement, ce jour, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? On va aller le voir tout de suite. Alors on a un CAC 40 qui a pris quand même 1,86%, donc essentiellement sur une ouverture sur un gap haussier, gap qui n'a pas été comblé ce jour. Vous voyez ici en rouge, on a la fermeture de vendredi dernier. Vendredi, je n'étais pas là. Et donc, on a une évolution plutôt haussière sur la journée, mais le gros de la hausse s'est fait au moment de l'ouverture, avec ce gap là. Voilà. Donc, on va aller chercher les raisons de cette hausse. Et donc, pour le moment, c'est une belle accélération. C'est quelque chose qui est assez fort, assez franc. Donc, c'est mauvais pour nous. Voilà. Alors, pour notre position, après c'est ça aussi le trading, hein. C'est simplement essayer de mettre les probabilités dans son sens, mais c'est pas forcément toujours du gain, loin de là. La perte fait partie intégrante du trading, doit être intégrée, enfin surtout quand on a des approches tout à fait classiques comme ça, on va prendre vraiment du directionnel. Après on peut avoir d'autres logiques, ça peut être de tout et rien, ça peut être de l'option, ça peut être de la couverture, on peut attendre, essayer de définir les scénarios en fonction de la volatilité. On peut faire des martingales en allouant un certain capital, etc. Donc il y a beaucoup de logiques qui sont possibles.
Là, ce qu'on fait, c'est du directionnel et on essaie de surperformer le CAC 40 en faisant du directionnel dans le cadre de cette émission. Ce qui est fait jusqu'à présent, mais je crois qu'avec cette hausse du jour, on n'y est plus tout à fait. Le CAC a bien progressé depuis qu'on a commencé le compte le 24 juin. Donc le CAC doit légèrement nous surperformer malgré notre performance tout à fait honorable. On ira voir ça un peu plus tard. Alors, sur Boursorama, donc les gros titres. La bourse de Paris rebondit nettement après sa baisse vendredi. La bourse de Paris a nettement rebondi lundi, plus 1,86%, après son recul vendredi dans un marché qui profite de la bonne tenue de Wall Street et se montre optimiste sur... et se montre optimiste sur la zone euro à l'occasion de la réunion des ministres des Finances. Voilà ce qu'on pouvait lire. PSA, vente mondiale en baisse de 9,76% au premier trimestre. Wall Street ouvre en hausse attendant le coup d'envoi des résultats. Donc bientôt les résultats des entreprises aux États-Unis. Agroalimentaire, Pinot prend les rênes de Michel et Augustin. La Banque de France relève sa prévision de croissance. Libre-échange, coup d'envoi discret des négociations Union Européenne-États-Unis. Tourisme, près de 40% des Français dépenseront moins en vacances. La Grèce en bonne voie pour obtenir une nouvelle tranche d'aide. Renault attend le feu vert de Pékin pour sa co-entreprise avec Dongfeng. Marc Toati, donc l'édito de Marc Toati de l'ACDFI, rechute du Portugal qui a dit que la crise de la zone euro était finie. La Grèce en bonne voie pour obtenir une nouvelle tranche d'aide. Croissance, la Banque de France plus optimiste que prévu. OCDE, la croissance se consolide en zone euro sauf en France. Impôt pour les sociétés, Paris percevra 108 millions de plus. La zone euro au chevet de la Grèce et du Portugal. Accord, un titre avec lequel on doit sereinement, d'accord. Allemagne, les exportations victimes de la crise en zone euro. Bangladesh, accord pour l'inspection des usines textiles. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Alors, actualité en vidéo, donc ça on s'en fout. Donc voilà effectivement Draghi qui parlait. Voilà, donc Draghi qui reste ferme sur les taux bas de la BCE. Alors, on va aller voir du côté de romandie.com, site d'information important et complet, quels ont été les commentaires en salle de marché sur cette journée clairement haussière sur les marchés actions. Et ensuite on parlera de diverses choses, il y a pas mal de choses intéressantes à voir, à faire, on ira voir divers produits. Alors sur le chat écrit, il y a Christo qui disait regardes-tu les webinaires de DailyFX ou autres, demandait Christo. Non, Christo, pas spécialement. Je tombe dessus et je les regarde régulièrement, je connais de toute façon les gens d'FXCM, pour avoir fait des reportages, pour être invité régulièrement à filmer leurs événements, etc. Mais je regarde pas au quotidien ce qu'ils font. Je le fais quand même, je le faisais quand je tradais en réel. Là, pendant plusieurs mois, je vais pas trader en réel, donc du coup, je travaille beaucoup plus sur le site. Et en fait, je consacre qu'une heure par jour dans le cadre de cette émission vraiment à l'étude des marchés, à la compréhension de ce qui se passe au jour le jour. Et je démontre et je montre ce que je fais à travers ce compte ActiveTrades dont vous pouvez suivre les résultats, compte démo de 10 000 € à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Mais je ne vais pas aller regarder tous les jours, être vraiment fortement en contact avec l'information liée au marché comme je pouvais l'être avant quand j'avais des comptes de plusieurs milliers d'euros. Des comptes réels bien sûr. Alors, ok. J'ai un point par rapport à Wall Street, j'ai du mal à les trouver là, de leur mis un peu de temps, donc je vous lis ça.
Wall Street ouvre en hausse, attendant le coup d'envoi des résultats. Wall Street a débuté la séance en hausse lundi, consolidant ses gains de la semaine dernière, en attendant le coup d'envoi après la clôture de la saison des résultats. Dow Jones gagnait 0,58% et Nasdaq 0,40%. Vers 13h45 GMT, le Dow Jones grimpait de 88,33 à 15 224 points et le Nasdaq 13,79 points à 3 493,17 points. Deux petites secondes s'il vous plaît. L'indice élargi Standard & Poor's 500 progressait de 0,57% ou 9,33 points à 1641,22 points. La bourse de New York s'était nettement appréciée vendredi après un rapport mensuel meilleur que prévu sur l'emploi américain, confortant l'optimisme des investisseurs sur la vigueur de la reprise économique des États-Unis. Le Dow Jones s'était adjugé 0,98% à 15 135,84 points et le Nasdaq 1,04% à 3 479,38 points. L'impression que l'économie s'améliore permet d'atténuer les craintes de l'impact d'une tendance à la hausse des taux d'intérêt et de la perspective d'un ralentissement des mesures de soutien de la Réserve fédérale, Fed, ont remarqué les analystes de Charles Schwab. Les investisseurs attendent donc désormais avec un peu plus de sérénité la publication mercredi des dernières minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine qui devrait apporter un peu plus de clarté sur les intentions de l'institution. D'ici là, ils guettent le lancement officieux, après la fin de la séance, de la saison de publication des résultats trimestriels des entreprises américaines avec les chiffres du géant de l'aluminium Alcoa. Les opérateurs surveilleront aussi la diffusion à 19h GMT des chiffres sur les crédits à la consommation qui permettront de mieux jauger la solidité des dépenses des Américains, un des moteurs de l'économie des États-Unis. Voilà, le marché obligataire évoluait en hausse, le rendement du bond de trésor à 10 ans reculait à 2,66 points. Ok, donc ça c'était par rapport à Wall Street. On a la saison donc, des résultats qui va commencer, ça va être le gros truc. Maintenant on va aller voir un peu le point sur l'Europe. Si j'arrive à en trouver, parce que c'est bizarre, il n'y a pas de... Non, il y a tout le temps des points, etc. Bon, j'arrive pas à avoir plus d'informations que ça. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il n'y a pas... Bon, peu importe, ok. Bon, du coup on va passer à l'analyse technique. J'aurais bien aimé avoir vraiment un speech par rapport au discours de Draghi. Alors je vais quand même aller chercher ça. Par rapport à ce qu'il s'est dit. Bon, on sait qu'il n'a pas changé de position, qu'il est resté ferme, mais je vais quand même aller chercher un article complet. Ici on a les échos, c'est parfait, il y a 2 heures. Ça a l'air d'être un... Ok, c'est une dépêche de l'AFP. La consolidation budgétaire est inévitable. Donc c'était publié ce jour à 15h37 et donc il s'agit d'une phrase de Mario Draghi, directeur de la BCE. La consolidation budgétaire en zone euro est inévitable, a réaffirmé lundi le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen à Bruxelles. La consolidation budgétaire est inévitable car dans le cas contraire, on connaît la réaction des marchés. On sait que les taux d'emprunt des pays de la zone euro vont augmenter, a dit Mario Draghi lors de cette audition retransmise par la chaîne du Parlement européen. Interrogé sur la crise politique au Portugal et les conséquences de l'austérité dans ce pays, Mario Draghi a jugé que le Portugal est un exemple où l'économie reste sous pression et où la détresse sociale et le chômage des jeunes sont élevés. Mais ce que nous disons depuis des mois à la BCE, c'est ne détricotez pas la consolidation budgétaire, a-t-il ajouté, tout en jugeant que cette consolidation devait se faire de manière compatible avec la croissance.
La BCE a décidé la semaine dernière de maintenir son principal taux d'intérêt directeur à 0,50%, son niveau le plus faible depuis la création de l'institution monétaire, pour continuer de soutenir l'économie en zone euro qui tarde à se redresser. Mais elle est allée encore plus loin en s'engageant à conserver ses taux faibles pour une période prolongée. La première car elle s'était jusqu'ici refusée à anticiper sur l'orientation de sa politique monétaire. La démarche a été qualifiée de mini-révolution ou d'historique par les analystes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait lire du côté de l'AFP et du côté de ce discours de Draghi, qui était quand même le gros événement et ce que l'on attendait ce jour. Alors je vais enlever la caméra, on va se concentrer maintenant sur nos graphiques. Donc on a déjà parlé du CAC 40, on va aller regarder maintenant d'autres produits ce jour. Donc on a l'or ici, l'or dont on avait bien profité à la baisse, qui avait amené un profit conséquent. L'or qui est en train de se calmer après une phase explosive. Donc un trade très intéressant, puisqu'on a pu prendre position au moment de l'explosion, sortir quand on commence à ralentir et à se retourner. On voit ici la flèche bleue, notre trade ici en pointillé qui apparaît. Et désormais on est dans une phase plus calme. Donc là, plus de raison de rentrer particulièrement, si ce n'est pour ceux qui ont des convictions par exemple fondamentales ou des intérêts particuliers à acheter de l'or, qui peuvent juger par exemple que les 1200, actuellement on est à 1228, représentent un cours intéressant. Mais voilà, on voit là vendredi il y avait une grosse bougie baissière, ici en graphique journalier. Eh bien elle n'a pas été suivie ce jour et là on commence à tergiverser dans une zone. Donc par exemple celui qui cherchait un point d'entrée à l'achat bas, qui n'attend pas de signal technique particulier de confirmation, qui cherche vraiment un point bas, ça peut être un cours intéressant pour acheter. Plutôt dans une optique d'ailleurs long terme, à mon avis c'est plutôt pour des trades qui vont durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Derrière, ce qui peut se dire, c'est soit il stoppe si on casse les précédents plus bas, soit il reprend une à deux positions et donc il moyenne son prix en y réfléchissant à l'avance et en ayant des objectifs précis. Après, quelqu'un qui pense vraiment que les marchés peuvent clairement monter, ça peut être aussi l'occasion de pyramider sur le long terme. Là, c'est vraiment une autre optique. En tout cas, tout ce que je peux dire pour ma part, c'est qu'actuellement, je serais peut-être plutôt acheteur. Pas forcément techniquement, parce que techniquement, la dynamique reste quand même clairement baissière, à l'image de cette résistance oblique baissière bleue qui a accompagné le mouvement à la baisse. Mais parce que l'or reste quand même une valeur de refuge dans l'absolu et c'est conçu et perçu comme tel par de nombreux investisseurs à travers le monde, y compris des très gros comme les institutions, des banques centrales, etc. Qu'on a déjà très fortement corrigé depuis les plus hauts, puisqu'on avait quand même marqué des plus hauts à 1922 $, 1919 $. C'était en septembre 2011. Là, on est venu à des plus bas à 1177. On est actuellement à 1228 $. Ça fait une décote d'environ d'un tiers du prix. Voilà, en tout cas, je serais plutôt acheteur. Et si on veut jouer de manière voilà, pour du swing, donc une position de quelques jours à quelques semaines, on peut assez facilement se protéger sous les précédents plus bas et aller chercher, je sais pas, après, si on considère qu'on a un plus bas significatif, par exemple tracer les retracements de Fibo, ou simplement jouer le ralliement de la résistance oblique baissière, c'est pas le top quand même, ou alors chercher l'ancien support. Donc on a ici, donc c'est 1300, on va dire 1300 pour faire rond, mais sinon c'était plutôt 1315, 1320 même. Donc l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, c'est souvent ce que l'on a. Donc voilà, plusieurs possibilités. Ça reste un trade contre-tendance, je suis pas du tout fan, je le ferai pas, hein, je dis juste parce que je donne mon avis sur quelque chose, mais ma position en cours c'est la vente du CAC, pas autre chose. Et j'irai pas m'aventurer autre part. Pour le moment j'ai pas besoin, donc c'est vraiment que du constat, mais j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui pourrait être intéressant. Alors si on décide de vendre, pour moi il faut attendre une belle journée de baisse. Alors à la limite, celle de vendredi aurait pu être suffisante pour vendre, puisqu'on a quand même une belle journée de baisse. Vu que la dernière ça n'a pas été suivi, le contexte actuel ne m'incite pas du tout à vendre. Si on remarque une bougie forte comme celle de vendredi, désormais je ne sais même pas si je reprendrai puisque je vois que celle de vendredi n'a pas été suivie. Donc peut-être que moi pour re-rentrer à la vente, j'attendrai une cassure des précédents plus bas. Je ne vais pas essayer de ramasser un couteau qui tombe, à ce moment-là je me soumets à la tendance et je suis les impulsions. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'or. Pour le moment la dynamique baissière n'est pas remise en question. Cependant je pense qu'on a déjà bien baissé. Pour des raisons fondamentales, je pense qu'on est assez bas, et sauf si on prouve via la cassure des précédents plus bas qu'on est capable de reprendre en main le marché, je serais plutôt acheteur, mais pas avec une très forte conviction, ni avec une très grande inspiration par rapport à un scénario potentiel à jouer sur l'or. Voilà, donc si vous avez des avis, des articles, des choses à partager, n'hésitez pas. Salut Point qui nous a rejoint sur le chat écrit.
Et donc on va enchaîner avec le dollar yen. Dollar yen, pour moi, c'est toujours le même contexte que j'ai indiqué la semaine dernière. Pour moi, tant qu'on est sous les précédents plus hauts, eh bien j'attends un signal de retournement pour shorter. J'ai dit que par exemple, j'aurais tout à fait pu vendre ce 3 juillet dernier. Ça aurait été un trade pour le moment qui serait perdant. Mais voilà, c'était pas excellent comme signal, mais c'était quand même une belle bougie baissière. Ce jour-là, une petite bougie baissière. Moi, c'est des points d'entrée ça qui m'intéressent. Parce que le dollar yen, on était sur une dynamique de fond très fortement haussière. D'évaluation du yen par sa propre banque centrale. Donc bravo à tous ceux qui en ont profité, il y a beaucoup d'argent à faire, et on sait qu'il y en a qui en ont fait. Derrière, forcément l'excès appelle l'excès, surtout dans ce contexte, beaucoup de spéculation. On a une phase de correction très vive de 38,2% dans un mouvement tout à fait excessif, donc une très grosse phase de correction. Là, dernièrement, des acheteurs qui reviennent, on a une espèce de scénario de pullback, on est revenu assez haut, on n'est pas très loin des précédents plus hauts qu'on a marqué le 21 mai. Et en fait, c'est vraiment une belle occasion parce qu'on peut prendre position à la vente pour jouer la correction d'un mouvement qui peut être excessif, mais après je peux me tromper aussi, donc peu importe, je ne suis pas un spécialiste de la politique monétaire de la Banque centrale japonaise. Ce que je sais, c'est que c'est un mouvement vraiment très fort, et que les mouvements très forts peuvent amener des corrections assez fortes, qui semble que tout ait été pricé, donc je pense que désormais on peut être dans une phase d'hésitation, et pourquoi pas jouer le ralliement des plus bas qu'on a marqué lors de la phase de correction. Donc on avait marqué le 13 juin dernier, donc à ce moment-là ce sera un retour quand même vers les 93,75, ça ferait quand même plus de 700 points à aller chercher par rapport au cours actuel, en mettant son stop au-dessus des précédents plus hauts, voire en sortant plusieurs fois. Mais voilà, ça peut permettre d'avoir un bon ratio gain-perte sur un trade cohérent, en attendant un premier signal, une impulsion. Donc sachant qu'on a cassé un support, donc techniquement le signal est viable. Fondamentalement, j'ai relativement de l'inspiration. Au niveau de la lecture psychologique des marchés, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à jouer. Donc ça m'intéresserait tout à fait ça m'intéresserait tout à fait. Pour l'instant, c'est pas suffisant, une petite bougie comme ça, mais si on a un beau retour des vendeurs, eh bien je n'hésiterai pas, je serais plutôt vendeur sur le dollar yen. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, je vais pas jouer sur plusieurs tableaux. Ce compte, en fait, le compte dont on peut suivre les résultats, là, en dessous du cas de diffusion de l'émission, mon seul but, c'est de surperformer le CAC 40 et sur du long terme. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, jusqu'à septembre, je ne serai pas en réel, donc ce sera a priori la seule émission en direct. Alors vous savez, le mardi on a également match, mais pour ma part, demain donc on aura un match de 14 h à 15 h qui est là tous les mardis, qui fait une émission sur les actions. Ça s'est bien passé pour lui d'ailleurs jusqu'à maintenant, on pourra suivre ça demain. Mais pour ma part, moi je serai jusqu'à septembre que sur ces horaires normalement. Et de toute façon, même après septembre, quand je reprendrai le trading en réel, eh bien je continuerai à gérer ce compte et à animer cette émission de la même manière. Parce que c'est vrai qu'avec mon approche et avec mon argent réel, je suis quand même dans une optique d'être très agressif, puis c'est quelque chose c'est l'argent que je vais utiliser pour générer de l'argent au quotidien, etc. Donc on n'est pas dans la même logique que de se comparer et de prendre un benchmark à partir duquel on pourrait se comparer, comme le font des fonds, etc. Du coup ça peut décrédibiliser un peu le travail qui est fait derrière, donc j'ai ouvert ce compte dans le but sur le long terme, donc vraiment sur plusieurs mois, plusieurs années même, c'est ça l'idée, hein, de surperformer le CAC 40, et de se servir de ça comme base de référence pour dire voilà ma manière de travailler, voilà, etc. Parce que c'est intéressant et c'est important quand même pour un site d'information comme le mien de montrer de quoi on est capable. Donc ça, je pense que c'est une manière intéressante. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de décisions qui sont prises. Donc au niveau du trading, c'est clair que ceux qui étaient habitués à suivre les émissions quand je trade en réel et à très court terme, c'est moins vivant. Mais trading, c'est loin d'être un métier dans lequel plus on va travailler, dans le sens plus on va prendre de position, plus on va gagner d'argent. Bien au contraire, il faut passer énormément de temps à travailler, par exemple à faire des recherches, à travailler sa psychologie, à travailler son mental, à essayer de comprendre ce qui se passe. Mais finalement, la décision en elle-même et le travail concret de prise de position ne peut être que très faible et générer des profits tout à fait importants. Donc il faut comprendre cette logique qui n'est pas toujours évidente parce qu'elle est un peu contraire à ce qu'on a l'habitude dans de nombreuses activités. La logique est plutôt de travailler plus pour gagner plus, mais comme dans pas mal d'autres business aussi, hein, on peut penser à tout ce qui est en rapport avec le luxe ou avec des capacités spécifiques, c'est travailler mieux pour gagner plus. Donc, et dans le trading, ça rend poussé à son paroxysme. Hein. Concrètement, en fait, le fait de prendre une position, c'est un clic et on attend plusieurs jours. Mais celui qui va dire, voilà, les traders ils gagnent de l'argent en restant chez eux et en cliquant sur des boutons, oui, dans ce cas-là, fais-le. Voilà, c'est ce qu'il faut répondre. Dans ce cas-là, fais-le, puisque on sait très bien que dans le monde dans lequel on vit, quand même, l'argent, c'est tout à fait décisif, et puis c'est à la base d'énormément de mouvements dans la vie concrète, et ça permet de tout changer, à plus ou moins grande échelle.
S'il y avait la moindre facilité dans le trading, tout le monde gagnerait de l'argent. On sait tout ce qui se passe à travers le monde à cause de l'argent. Donc bien sûr, il n'y a absolument aucun argent facile sur les marchés, bien au contraire. Maintenant, il y a quand même une possibilité de mettre les probabilités dans son sens. Il faut pour ça travailler, à la fois avoir de l'expérience, je pense, pas forcément quantifiable ni voilà, pas forcément calculable. Donc ça peut être l'expérience, savoir ce qui se passe, ressentir un peu les choses, l'ambiance, etc. On peut avoir aussi des fortes compétences dans un domaine particulier, soit en mathématiques, soit en statistiques, etc. Donc après ça va être assez spécifique. Voilà, c'était mon petit topo, mon petit speech. Il est 18h33, donc on va reprendre ensuite les analyses et d'autres produits financiers. Alors 8 points, tu m'as demandé si ça allait, moi ça va très bien. Et toi? Alors le câble. Alors vous vous rappelez le câble, c'était jeudi moi ma dernière émission parce que vendredi j'étais pas là, j'étais parti 3 jours en Vendée. Et bien vendredi on avait cassé le support même assez légèrement, mais on avait cassé le support oblique haussier qui marquait le mouvement de correction depuis le 12 mars. Et j'avais dit au vu de l'ampleur du mouvement de baisse, j'étais plutôt vendeur et à la limite je sortais en plusieurs fois et ça se passait mal. Et ben voilà, ça aurait été un très beau trade. Donc encore une fois ça confirme un peu ce qu'on avait vu sur l'or. C'est-à-dire quand on a des grosses impulsions, c'est quand même tout à fait intéressant de rentrer parce que la plupart du temps les marchés bougent peu, on le voit ici. Mais quand ça décale, ça peut décaler très fort. Et en général, le mouvement appelant le mouvement, c'est là où on peut prendre beaucoup d'argent. Et on le voit parfaitement ici. Hein, on a attendu un décalage. Voilà, on a une bougie assez excessive. Le lendemain, parfait, le mouvement continue. Donc là, il y a beaucoup d'argent à prendre pour ceux qui l'ont joué. Nous, on ne l'a pas joué, donc il n'y a pas à dire. En plus, moi, mon objectif aurait été le ralliement des plus bas. Donc là, je serais sûrement sorti aujourd'hui, puisque vous voyez, on a quasiment rallié les précédents plus bas. Et on commence à se retourner. Donc ça, c'est un contexte que j'aime beaucoup. Donc là, ça aurait été un trade vraiment sympa, mais qui n'a pas été pris. Donc désormais sur le câble, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon bah ce mouvement, c'est trop tard pour le trader. Il y avait un très beau signal, c'était jeudi. On en a parlé, vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans les lives qui sont disponibles une fois qu'ils sont terminés en différé, soit sur notre chaîne live stream, soit sur notre chaîne YouTube. Et désormais, qu'est-ce qu'on peut faire? Honnêtement, je suis beaucoup moins inspiré, c'est beaucoup moins intéressant. S'il y avait quelque chose à faire, le timing est important en trading. C'était jeudi soir. Là, désormais, même si on a un pullback, je ne serais pas passionné parce qu'on n'a pas cassé les précédents plus bas qu'on avait marqué donc le 12 mars. Pardon. Donc, ces plus bas qui se dessinent à 1.4830. On est toujours au-dessus de ces derniers. Donc, si on revient tester l'ancien support qui jouerait résistance, rien ne prouverait particulièrement qu'on ait une vraie volonté des vendeurs de reprendre en main le marché. On peut aussi très bien partir sur une phase de consolidation, finalement, dans laquelle on est depuis le mois de février. Donc, non, en plus, je préfère quand même les impulsions que prendre position sur rebond. Après, tout va dépendre du contexte, mais là, le contexte n'est pas idéal. Hein. On n'est pas parvenu à casser des précédents plus bas. Donc, pour trader une phase de rebond, je suis pas fan. Ceci dit, voilà, si on revient sur cet ancien support pour marquer un pullback, je serais plutôt vendeur qu'acheteur, mais ce ne serait pas du tout un signal parfait. À la limite, j'attendrais plutôt une cassure des précédents plus bas. Et donc là, si je vois qu'on casse ces précédents plus bas à 1.4828 qui date du 12 mars, avec une forte impulsion, une belle force de la part des vendeurs, je pourrais vendre et passer de nouveaux vendeurs avec une certaine conviction en allant chercher des niveaux plus bas, donc soit des supports techniques, soit des niveaux psychologiques importants. Si on se met ici en graphe journalier, désormais, si on casse donc ces précédents plus bas, ici en graphe hebdomadaire, pardon, ici on voit que c'est plus bas de début mars à 1.4826. En dessous, pour moi, la prochaine zone de support majeur, ce serait les 1.4206 qu'on pourrait aller rallier. Donc oui, effectivement, si on casse ces précédents plus bas, je pourrais repartir sur un biais baissier. Voilà ce que j'ai à dire sur le câble. Alors, point qui disait je suis TPDM, si tu te souviens de moi. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que qui disait lol, c'est toi, toujours pas de micro. Oui, voilà, c'est ça qui participait régulièrement au Mumble. D'ailleurs, je vois que sur le Mumble, il y a du monde. Salut sur le Mumble, ça va? Salut, Fab. Alors, c'était une bonne journée de trading aujourd'hui? Non, rien de fait du tout. Commencé très tard et rien de fait du tout. Ok. Alors, on va enchaîner. Moi, je me souviens de toi sur Mumble, ok. Alors, on va aller lire un peu des choses à droite à gauche. On a déjà vu pas mal de produits, 18h37. On va aller sur alil.com. Alors,
Trader avec l'indicateur Ishimoku, pour ceux qui s'intéressent à Ishimoku, moi ça peut m'intéresser. Trading matinal, plus 65 points sur le DAX. Enlil que j'aurai en interview samedi. Donc je vais me déplacer dans les locaux de sa société à Tours pour l'interviewer, pour avoir plus d'informations. Donc ceux qui consultent son blog qui est très bonne qualité, qui est très connu en France, hein, il y a énormément de personnes qui le suivent. Je l'aurai en interview samedi, donc le temps de faire le montage, etc. sera disponible la semaine prochaine. Et si vous avez des questions que vous voulez lui poser, n'hésitez pas à me l'indiquer. Sinon, j'ai déjà pas mal d'idées et ce sera une interview vraiment intéressante. Le Mumble, le but c'est d'avoir un micro des Esquimaux. Ça on avait vu, ok. Alors, ce matin, encore une belle session de trading pour Enlil, donc Benoît Rousseau, responsable de ce blog, on écoute ça. Disposant de peu de temps pour trader en ce moment, pour de multiples raisons, je me limite à 1 ou 2 trades par jour. Je reste toujours haussier, je ne vois actuellement aucune raison pour que le marché baisse fortement. Donc, dans cette logique, j'ai acheté ce matin le DAX sur 7850, tenté une belle hausse. J'ai ouvert ma position à 7849,9 points et revendu à 7915 car j'avais mis un stop suiveur. Je voyais le marché monter sur les 8000 sur le DAX et donc à 7925, j'ai mis un stop suiveur à 7910. Vous pouvez voir sa programmation. Donc on va regarder l'image de son trade. Donc voilà, on voyait des marchés clairement haussiers en graphique de minutes ici sur le DAX. Une prise de position qui a été mise en place, d'accord. Le stop était un peu haut et il a hélas été touché, me privant de la montée vers les 8000 points. Par contre, je commençais très satisfait de ma nouvelle façon de trader, prendre une position en day trading de temps en temps pour ouvrir une position en swing trading. Les résultats sont là et ils sont vraiment prometteurs. Mon argent du jour étant gagné, je peux passer à autre chose et c'est vraiment un confort très agréable. À mardi pour le retour du point bourse du matin. Donc voilà, ce jour on avait seulement un trade qui avait été fait avec une position ouverte à 7849 et une fermeture à 7915. Donc vraiment un beau petit trade avec 5 € du point. Et c'était juste pour information. C'est ce que ça on avait vu. CAC 40 s'envole sans moi, déception. Ça c'était le 4 juillet. Donc ça c'est vrai que les marchés actions sont bien repartis à la hausse la semaine dernière. Et donc il disait la bourse est l'école perpétuelle de la gestion de la frustration. Et aujourd'hui je suis bien déçu et bien frustré. J'ai fermé mon swing trading pour gagner 65,9 points. Et si j'avais attendu quelques heures de plus, je doublais. Les journées de bourse où les États-Unis sont fermées sont souvent sans grand volume, flat, et là nous avons eu l'une des journées de hausse sur les places européennes la plus importante. Je n'avais vraiment pas assuré car j'étais acheteur sur le CAC 40 à 3675 et je n'ai pas laissé vivre la position. Au lieu de vendre à 3640, j'aurais pu lancer un stop sur 3625 et laisser courir la position en montant le stop tranquillement. J'ai été pressé de vendre car demain je ne pourrai pas suivre l'évolution des bourses. Je n'ai pas réfléchi ce soir alors que le CAC 40 sur les futurs est à 3808, j'aurais pu mettre le stop à 3775. C'est mon habitude de scalper de toujours tout contrôler sans placer de stop qui domine encore. J'ai encore du travail pour devenir un bon trader en swing trading. Ma décision est quasiment arrêtée. Je vais réduire considérablement mon scalping pour passer beaucoup moins de temps en bourse, favoriser les swings et une position de day trading de temps en temps. Trader moins pour gagner plus. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est assez intéressant. Donc voilà, pas mal d'autres articles disponibles sur ce blog d'Enlil. Très intéressant. Voilà, d'où je vous mets le lien ici. Alors, ok, ça on avait vu. On va aller sur le site de Margin Call, lire des articles. Très bon site également, Margin Call. Les jumeaux
Winklevoss, pardon, vous savez, donc des gens qui veulent lancer un ETF, pardon, Bitcoin, donc cette monnaie virtuelle qui se développe pas mal en ce moment. On va lire ça rapidement sur cette monnaie virtuelle qui fait le buzz en ce moment et qui peut-être parviendra à s'imposer au fur et à mesure. C'est ce qu'on verra. Alors, les jumeaux Winklevoss veulent lancer un ETF Bitcoin. Winklevoss, les jumeaux Winklevoss, vous savez, les supposés créateurs de Facebook, Nasdaq FB, avant que Marco ne s'empare du concept, sont connus pour être parmi les principaux détenteurs de Bitcoins. Si vous ignorez de quoi il s'agit, l'explication la plus claire qui soit vous est dispensée par notre invité Zibodag ici. Fort de quelques millions, ils ont pu retirer du réseau social, ils détiennent environ 1% des bitcoins en circulation, soit non loin de 100 000 bitcoins valorisés à 90 $ mardi soir pour un total de 9 millions de dollars. La dernière idée germée dans les deux cerveaux américains, créer un ETF aussi connu sous nos cieux sous le nom de Tracker qui répliquerait les mouvements du bitcoin. Alors on sait que sur le bitcoin il y a déjà des CFD, donc là ce serait un cadre en fait un peu plus officiel. Un ETF pour parler sur le Bitcoin. Les Winklevoss ont en effet proposé la création d'un ETF permettant d'investir et de spéculer sur les Bitcoins dans un prospectus très préliminaire d'émission, j'ai nommé le Winklevoss Bitcoin Trust. Cet ETF, s'il voit le jour, l'absence de ticker dans le prospectus laisse penser que sa création n'est pas tout à fait imminente, permettrait d'intervenir sur le Bitcoin sans avoir à passer par les plateformes de négociation qui sont les seules à le permettre actuellement et pour lesquelles il faut donc créer un compte spécifique. Les Winklevoss souhaitent vendre pour 20 millions de dollars de titres aux investisseurs à 20 $ l'unité, soit un peu moins de un tiers d'un Bitcoin au cours actuel. Ce montant peut sembler élevé pour du virtuel, mais sachez que l'ensemble des bitcoins est valorisé à 1,5 milliard de dollars. L'ETF sera conçu afin de retranscrire précisément 1/5 de la valeur d'un bitcoin, mais il n'est pas précisé si les Winklevoss utiliseraient toute ou partie des bitcoins qu'ils possèdent ou s'ils achèteraient tout sur le marché. En tout état de cause, cela permettrait de démocratiser cette devise virtuelle en permettant à n'importe quel détenteur de compte titre d'avoir une exposition long ou short, c'est là la nouveauté, et d'éviter de passer par les plateformes qui coexistent actuellement et pas forcément très transparentes. Voilà pourquoi l'aspect positif de la chose, encore une fois, si cet ETF est effectivement créé et s'il attire des investisseurs. Quelques détails sur le fonctionnement du Winklevoss Bitcoin Trust, WBT. Il s'agirait de répliquer les mouvements du Bitcoin dont il existe simultanément plusieurs bourses sont en concurrence. Puisqu'avoir un seul prix est nécessaire, le WBT viserait à répliquer le Blended Bitcoin Price, qui serait la moyenne du plus bas et du plus haut atteint par le Bitcoin sur les plateformes sélectionnées par le sponsor, autrement dit par les jumeaux. Ces derniers affirment avoir un système de stockage des bitcoins pour lequel ils prélèveront une commission indéterminée sur chaque transaction sur l'ETF, la belle affaire. De cette manière, ils pourront recevoir des revenus grâce à Bitcoin, qu'ils montent ou qu'ils baissent. Bien entendu, le combo gagnant pour eux serait d'associer la hausse du Bitcoin à de nouveaux échanges sur leur ETF. Je suppute d'ailleurs que cet ETF a pour objectif de soutenir les cours du Bitcoin en attirant le chaland, des gold bugs déçus, des anti-dollars convaincus, mais aussi les simples curieux et quelques spéculateurs parfois plus avisés que la Horde. Voilà, c'est encore assez long. Je vous laisse un lien pour ceux que ça intéresse et ceux qui s'intéressent justement à cette monnaie virtuelle que l'on essaye de rendre un peu plus concrète en permettant les échanges libres sur cette dernière. Vous avez trouvé des bugs sur MyFXbook, des chiffres dans les chiffres donnés? Non, pas de bug précis. Point. Qu'est-ce que tu avais vu toi par rapport à MyFXbook? Salut à tous. Des bugs quand il y en a plus, il y en a toujours. MyFXbook, c'est une vraie usine à gaz, disait Bébé. Je trouve qu'il y a des soucis de mon côté. Là, ils sont en train de corriger des bugs sur le système de base de données. Je connais un pote qui travaille sur la programmation MyFXbook. Ok, alors c'est gros, c'est une grosse boîte. Comment ça se passe, Bébé? Donc c'est un américain ton pote, c'est ça? Bon, nous on va aller voir d'autres produits. J'ai 18h47, il reste peu de temps dans cette émission. On va aller voir l'euro-dollar.
la paire phare du Forex. Euro-dollar, eh bien on est actuellement dans le bas du triangle dont on parlait ces derniers jours au fur et à mesure. Donc techniquement, eh bien là je trouve que c'est un point d'entrée intéressant à l'achat. Effectivement, qu'est-ce que l'on a? Alors certes, c'est rentré contre tendance, mais c'est rentré sur le bas d'un triangle, donc que l'on voit tracé en marron et noir ici, donc avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut, et des acheteurs qui commencent à revenir, donc une amorce de rebond sur une zone de support. Ça permet de rentrer avec des objectifs larges, un stop serré puisqu'on peut se placer son stop juste sous les précédents plus bas en étant sous un support important, qui est respecté quand même depuis le mois de novembre 2012, et en allant chercher soit le point médian, donc un retour vers les 1.31, soit la partie haut du triangle, donc plutôt un retour vers les 1.3324. Donc vraiment des ratios très importants. Donc là je serais plutôt acheteur techniquement sur l'euro-dollar. Alors après fondamentalement il faudrait que j'étudie plus en détail ce qui se dit. Là sachant qu'aujourd'hui l'information majeure qui a priori fait plutôt réagir à la hausse les cours de l'euro face au dollar était le fait de maintenir les taux bas par rapport à l'euro. Donc a priori ça l'a plutôt soutenu. Voilà, donc après fondamentalement à chacun de se faire son avis. Le fait est que moi je ne me fais pas d'avis particulier, c'est très compliqué voilà, d'interpréter tel ou tel dire, surtout quand on n'a pas de direction comme c'est le cas, je voulais dire sur le Forex de manière générale. Ciao c'est gros, n'hésite pas à participer, pardon, je disais ouais ciao c'est gros sur le Mumble, n'hésite pas à participer, je t'ai pas entendu donc là, si tu veux parler n'hésite pas. Donc voilà, oui, techniquement c'est bien, fondamentalement j'ai pas vraiment d'avis, le Forex c'est quand même très dur à comprendre, parfois on a un événement puis il y a les anticipations et ça fait le mouvement inverse de ce qu'on pourrait dire dans la logique des choses. Donc en fait ce qui est plus simple c'est à mon avis la lecture et l'analyse psychologique des masses et de ce qui se passe au jour le jour, c'est-à-dire voilà par exemple quand on dit le gouvernement, enfin la banque centrale japonaise dévalue le yen. Bon bien après quand tu vois qu'il commence à y avoir de l'accalmie par rapport à ces annonces, tu peux te dire voilà cette fois on va se mettre à corriger, des choses comme ça. Mais là dans ce cas de figure, quand on a des marchés qui hésitent, c'est assez compliqué de lire et de comprendre fondamentalement comment les cours sont impactés. Donc à mon avis si on prend une position, il faut davantage faire du technique quand on est dans ce cas de figure. Après peut-être que les gens ont une meilleure lecture fondamentale que moi sur cette paire de devises, mais moi je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas ou faire semblant de faire des choses que je ne connais pas. Donc je me sers des arguments qui sont entre mes mains. Ici donc, un ralentissement et une amorce de correction sur une zone de support importante avec un bel objectif et un stop serré. Prise de position intéressante à l'achat à mon avis à faire sur cet euro-dollar. Ok, on passe à l'euro-yen. Alors l'euro-yen, on est sur une dynamique de fond haussière, ici en graphe journalier. On voit que l'euro-yen est beaucoup plus haut que le dollar-yen. Donc si on reprend le dollar yen qu'on avait tout à l'heure, on voit qu'on a eu une grosse phase de correction 38.2. Finalement, on n'avait pas eu sur l'euro yen cette phase de correction. On avait eu un dollar qui était resté assez fort, un euro qui était resté assez faible. Donc en fait, ce qu'on peut déduire de cette étude en triangle, puisqu'on regardait l'euro-dollar, le dollar yen et on regarde maintenant l'euro yen, c'est que finalement le yen n'a pas tant bougé que ça. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, oui on a des grosses phases de correction suite à l'accalmie des annonces et au fait que la dévaluation du yen a été prise en compte, a été pricée par les investisseurs. Ça se vérifie pas forcément, on pourrait même plutôt dire que c'est le dollar qui a bougé et qui s'est renforcé. Effectivement sur le dollar yen qui s'est... Ah mais c'est bizarre en fait. Non en fait c'est un comportement tout à fait spécifique puisque on a à la fois une baisse du dollar face au yen, donc un yen qui joue quand même un rôle de valeur refuge dans l'absolu, puisque dans un même temps on avait une baisse de l'euro face au dollar. Et donc l'euro est bien l'actif à risque face au dollar, la valeur refuge. Alors que dans un autre temps, donc on est resté très haut sur l'euro face au yen. Donc c'est assez surprenant ce qu'on a. Honnêtement, au niveau de la lecture, de la grille de lecture classique et des corrélations qu'on a l'habitude de voir ces dernières années, on a quand même quelque chose de bien différent. Donc ça mériterait de s'y pencher davantage. Là comme ça on va pas avoir le temps, il faudrait à mon avis mettre en... Et ça peut être un dossier intéressant ça, à lancer sur le forum, peut-être que je le ferai. Ça peut être un dossier qui prend plusieurs heures d'études mais qui va être intéressant. C'est de comparer les annonces fondamentales, etc. En mettant en relation les graphiques des trois paires données pour essayer de comprendre ce qui drive le marché en ce moment. Ce qui à mon sens n'est pas tellement évident. Donc quand c'est pas tellement évident, on peut se fier seulement aux graphiques. C'est ça aussi une des forces de l'analyse technique.
Bon, mais là, qu'est-ce qu'on a sur l'euro-yen? On a une dynamique de fond qui est très clairement haussière, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts qui peinent à être de plus en plus haut. On voit ici des précédents plus hauts on était assez loin de la zone précédente. Donc, moi, dans ce cas de figure, soit on casse les précédents plus hauts, donc on a marqué récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, à 133,80. À ce moment-là, je repars clairement sur un biais haussier en profitant et en étant dans le sens de l'impulsion de fond. On peut parler par exemple sur un ralliement et un retour vers la zone de résistance qu'on marquait en 2009, donc vers 138,65. Donc là, à ce moment-là, si on a cassé, on peut tout de suite placer un buy stop et suivre l'impulsion. Tant qu'on est en dessous, et peut-être plutôt attendre des mouvements de retournement, des belles bougies rouges pour shorter avec un stop sous les précédents plus hauts en sortant plusieurs fois et avec des objectifs assez larges. Effectivement, il y a eu des mouvements très forts. Et donc, qui dit mouvement très fort dit potentiellement correction forte. Encore faut-il ne pas essayer de ramasser un couteau qui tombe, mais rentrer quand on a des vrais signaux. Et là, on voit un premier ralentissement. Donc, si on a une belle impulsion baissière, ça peut être pour moi un signal significatif. Donc voilà ma lecture technique et mathématique avec le calcul des stop loss et des objectifs qui peut être faite. Donc après, pour fixer le stop loss, comme j'ai dit, précédent plus haut me semble assez évident, intéressant, cohérent et assez serré. Donc mathématiquement et statistiquement intéressant. Ensuite, on peut prendre les plus hauts et les plus bas pour fixer l'objectif. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une possibilité de retour vers les précédents plus bas qu'on a marqué le 17 juin. Donc un retour vers les 124,93, on peut dire 125 pour faire rond. Voire vers les 38,2. Et à ce moment-là, on a un retour vers les 118,70. Ce sera des objectifs intéressants avec des ratios gain-perte assez élevés. Donc voilà, techniquement, ce que je peux dire sur cette euro-yen. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chat écrit? Au lieu de créer des rubriques à tout va, il faudra mieux de régler les bugs existants. Pardon, c'est Bébé qui parlait là de MyFXBook, puisque vous connaissez quelqu'un qui travaillait pour eux. Alors, les marchés américains. Tiens, on va aller jeter un coup d'œil du côté du VIX. Alors, le VIX qui baisse assez fortement. VIX qui est l'indicateur de la peur. Je trouvais très haut. Vous vous rappelez que j'étais vendeur clairement sur le VIX. Oh non, pardon, j'étais pas vendeur clairement sur le VIX. Je suis en train de dire n'importe quoi. Au contraire, regardez les précédentes émissions de toute façon pour voir ce que j'ai dit. Je me rappelle qu'on avait eu une belle hausse du VIX pendant la baisse forte du mois de juin des marchés actions, ce qui était assez logique. Derrière, on avait commencé à se calmer, donc là, on était plutôt vendeur et j'étais plutôt racheteur du VIX quand on avait bien corrigé, quand on était revenu vers les 17 la semaine dernière, parce que on avait des annonces assez importantes fin de semaine dernière, notamment un discours de Bernard qui était attendu, et je pensais que ça pouvait ramener de la volatilité sur les marchés. Ça n'a pas été le cas, on a eu un VIX qui a continué à bien baisser. Désormais, on a des zones qui commencent à être plutôt basses, donc médianes mais plutôt basses, donc il faut surveiller. Après, si on vient au niveau des 13, ça commence à être des seuils très bas. Donc le VIX, bon, je ne le vois pas descendre complètement de toute façon, hein, parce que je pense qu'il y a des contextes de marché dans lesquels il peut encore y avoir de la peur. Là, j'aurais plus d'inspiration particulière, puisqu'on est quand même reparti assez fortement à la baisse, et je ne suis pas vraiment vendeur sur le VIX. Donc je me contenterai de pas donner d'avis là précis par rapport au VIX, ce qui n'est pas en plus un produit que je connais bien, c'est plutôt un produit que je découvre. Donc voilà mon point de vue par rapport à cet indicateur qu'on appelle l'indicateur de la peur, et qui se fixe et qui se base sur la volatilité par rapport au S&P. Alors, d'autres produits qu'on a l'habitude de regarder, on va les regarder du côté des marchés américains, avec ici le Dow Jones. Donc le Dow Jones en graphe journalier, on a eu une baisse significative, on est dans un espèce de drapeau, donc au sein d'une dynamique de fond qui est clairement haussière sur le long terme. Ces dernières années a été assez forte. Une petite phase de correction, mais qui finalement ne remet absolument pas en question la dynamique de fond haussière, que l'on observe depuis belle lurette maintenant, mais là qu'on voit sur le graphique depuis 2011. Dynamique de hausse qui n'est absolument pas remise en question. Effectivement, on voit là qu'on doit être même pas à 23,6% si on prend les plus bas et plus hauts depuis 2011. On voit qu'on est même encore très loin des 23,6%, enfin très loin, on est en tout cas assez loin des 23,6%. Donc pour l'instant, ce mouvement de hausse n'est pas remis en question. Les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Les plus hauts, pour le moment, ne sont pas de plus en plus hauts, mais pourraient le devenir. Donc on va laisser sa chance au produit. Techniquement, on a eu donc un espèce de drapeau qui s'était mis en place, comme on voit ici sur le graphe tracé en bleu. Et on revient actuellement en contact avec la résistance. On a tenté de la casser avec une ombre qui est passée légèrement au-dessus ce jour. Pour le moment, on revient au niveau de cette zone de résistance. Donc les deux scénarios sont possibles. Moi, ce que je ferai là, c'est que je serai attentiste. Soit on casse violemment, enfin en tout cas de manière ferme et affirmée, cette résistance oblique baissière, et donc pour prendre position à l'achat dans le sens de l'impulsion de fond. Alors si ça se passe mal, on coupe en plusieurs fois, et si ça se passe bien, on laisse courir. On sera dans le sens de l'impulsion sur un signal technique assez fort, donc ce sera intéressant. Moi, peut-être que j'attendrai quand même la cassure des précédents plus hauts sur les marchés américains,
parce qu'en ce moment, bah voilà, il y a quand même pas mal d'actifs à risque là, qui ont commencé à ralentir, à stagner un peu. Je suis pas sûr qu'on aille chercher indéfiniment des nouveaux plus hauts sur les marchés actions, au niveau des actifs à risque. Donc je serai plus prudent moi. Donc même si on a une cassure nette de cette zone de résistance, ce sera un signal technique intéressant. Mais par rapport à ma compréhension de la psychologie des foules et ma lecture fondamentale des choses, j'attendrai plutôt une affirmation et une confirmation d'un tel élan haussier, d'une volonté des acheteurs de continuer à tenir ce marché, sachant que ça ne pourra pas être comme ça indéfiniment. On n'a pas les marchés actions qui montent indéfiniment. Il y a un moment où une action représente quand même la valeur d'une entreprise. Dans un contexte assez spécial, on a déjà bien monté depuis ces derniers mois, mais bon, ça c'est une conviction personnelle. Donc techniquement, je serais plutôt prudent au niveau des signaux haussiers. Alors en revanche, si on ne casse pas cette zone de résistance oblique baissière et qu'on a des vendeurs qui reviennent, ça pourrait être interprété comme un échec, une tentative de représentation du marché par les acheteurs. Et donc à ce moment-là, je serais plutôt vendeur et je viserais pourquoi pas les 23,6% qui sera un retour vers les 14 222 points sur ce Dow Jones. Voilà un peu ma lecture des choses sur ces marchés américains. Sachant bien sûr que les marchés boursiers européens et américains sont étroitement liés. C'est souvent les Américains qui drivent les Européens. Après, ça va dépendre du contexte, de la conjoncture, des différentes têtes d'affiche au niveau de l'actualité macroéconomique. Alors, ce doux rêve de TPMP, regardez un peu. Alors, qu'est-ce qu'on avait voici son challenge, MDR, transformer 250 à 10 000 euros en 180 jours. Voilà, bah après chacun teste ses trucs. Tu dis ça en rigolant le corbeau, mais c'est pas cohérent de regarder ça et de rigoler. Déjà si il a testé quelque chose qu'il a partagé, donc c'est tout à fait courageux. C'est comme ça qu'on avance, donc bravo à toi pour ton esprit de partage. Après chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà, donc je relèverai pas ça, mais l'intention était bonne et le fait d'échouer c'est pas forcément un problème. 250 euros, en plus ça me semble être une somme raisonnable. Donc comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, il a mis en place une stratégie. Ça n'est pas passé, mais le fait de ricaner comme ça c'est plutôt débile et ça n'incite pas en fait à progresser. Donc je pense plutôt que faut faire l'inverse. Alors point qui disait c'est facile de se moquer, mais je n'ai jamais pris la grosse tête. Voici le lien pour ceux qui veulent rire un bon coup. Disait le corbeau. Ouais, bref. Alors, on va terminer en allant lire un article du côté du billet du trader, billetdutrader.com, et ensuite on fera le résumé sur le contexte du marché et sur notre position en cours. Alors, il y avait une analyse du CAC 40 qui avait été publiée le 5 juillet. On n'avait pas d'analyse publiée ce jour. Donc le CAC qui a continué sa progression. On va lire donc cette analyse de la part de Cyril Jubert, alors que je ne connais pas, donc avant ça je vais lire sa présentation à Cyril Jubert. Alors, Cyril Jubert, entrepreneur avec deux entreprises fructueuses créées à son actif en 1984 et 1993, Cyril Jubert tient depuis 2008 un blog sur l'actualité économique et les métaux précieux. Il est l'auteur d'une histoire de l'argent, études historiques et géopolitiques de ce métal. Pour acheter le livre ou le e-book, suivez ce lien. Voici les articles concernant Cyril Jubert. Ok. L'ETF du CAC à la sauce financière. Après avoir respiré une semaine sur le palier des 38,20% de retracement de Fibonacci, de sa chute depuis le 29 mai, le CAC 40 poursuit son rallye haussier pour atteindre 50% et essayer de toucher les 61,8. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, hein, et on a donc les mêmes repères. C'est plutôt intéressant que cet analyste. Il affrontera à 3871 points une forte résistance qui avait bloqué les cours le 15 mars dernier. Si cette résistance renvoie les cours vers le sud, la figure graphique de l'épaule tête-épaule aura parfaitement été respectée. Les cours devraient alors rejoindre la ligne vers le coup à 3595, selon la durée de cette chute de la ligne de coup pourrait correspondre à la limite basse du canal haussier qui tient lieu de support depuis septembre 2011. Donc là, si on regarde de plus près, effectivement, on a ici en graphique journalier une configuration éventuelle d'épaule tête-épaule. Je ne sais pas si c'est du journalier d'ailleurs, si je crois. D'épaule tête-épaule qui pourrait être en train de se mettre en place. Pour le moment, c'est vraiment du... comment on dit, du potentiel, je sais plus ce que
voilà, donc du potentiel, je trouve plus le mot que je voulais utiliser, c'est pas grave, puisqu'il faudrait continuer le mouvement de hausse et ensuite corriger. Donc tout reste à faire, et pour le moment, ça ne reste que de l'anticipation et des prévisions. Donc on n'a pas un mouvement concret. Mais effectivement, si on avait effectivement une épaule tête-épaule, ça c'est un signal et une figure qui est très connue, donc qui sera observée par beaucoup de monde, et donc on pourrait avoir un scénario autoréalisateur. En tout cas, ce serait très bon pour moi, parce que ça voudrait dire que on atteint l'objectif. Hein. Je vous rappelle que moi, sur les 3006, si je vois qu'on commence à tergiverser, je prendrai mon bénéfice sur ma vente actuelle du CAC 40. Pour que le CAC 40 revienne sur la médiane de son canal haussier, très noir, qui a servi de support depuis décembre 2012, il faudrait que la politique de quantitative easing tant américaine qu'européenne continue, permettant de garder les banques quelques mois de plus la tête hors de l'eau. Sans cela, la chute des banques entraînerait la bourse dans son maelstrom. En sursaut haussier des financières jeudi après Draghi n'est pour moi qu'un dead cat bounce, un rebond du chat mort, un hockey moribond. Alors pardon, désolé. Ouais, excusez-moi, donc je reprends ce que j'étais en train de lire. Donc, le sursaut haussier des financières jeudi après Draghi n'est pour moi qu'un dead cat bounce, un rebond du chat mort, un hockey de moribond à l'apcéphalogramme plat. Voilà. Elles passeront pas l'hiver, si tant est qu'elles aillent jusque-là, comme on dit dans les campagnes. Ouais, bon, bref. Bon, c'est une petite analyse technique. Je l'ai pas trouvé top. Hein. D'habitude, on a des articles plus longs. Bon, il est 19h04, il reste encore quelques minutes. Donc ça, on avait vu. Mais bon, vu la manière dont tu vas voir le sujet, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Et puis, tu enfonces des portes ouvertes. Mon FXbook est sur la droite du chat depuis des mois. Ok. Donc ça, on avait vu. Analyser dynamique de l'or. Donc ça, on avait vu, c'était Gilles Leclerc qui avait son point de vue sur l'or. Alors, margin call, on va aller voir s'il y avait un autre article. Après des blogs de bonne qualité en français, il n'y en a pas 50 non plus, mais ils sont vraiment très bons par contre, je trouve, hein, ceux que je vois régulièrement. Donc Enlil, margin call ou ici le billet du trader. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien vers le billet du trader, avec toujours des articles gratuits faits par des analystes connus et reconnus. Donc vous pouvez aller voir ça, ça vous donne des perspectives et des idées très intéressantes. Alors ça, on avait vu 20 ans de baisse des taux, partie 1, oui, donc ça c'est ce qu'on avait déjà lu. Monkey Wayne, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de le vaincre. Rebond généralisé, ok, on va aller voir ça. Ah mais non, c'est là du 28 juin, donc ça aussi on avait déjà vu. Maximum drawdown, ok. Bon, ça c'est un article sur le drawdown, c'est moins intéressant, ça rentre pas en rapport avec l'actualité directe. Hop, hop, hop. Ok. Mathieu Lebrun, point américain à suivre. Ça s'est déjà passé, c'était la semaine dernière. L'argent, tiens, on va lire un article de Jérôme Révillier sur l'argent. L'argent, on va jeter un petit coup d'œil puisqu'on a vu que l'or avait bien dégringolé. Je suppose que pour l'argent, c'était la même chose. Et on va voir. C'est pas mal informé par rapport aux métaux précieux ces derniers temps. L'argent ici, on est dans une dynamique fortement baissière. On a fortement corrigé, comme un peu ce qu'on a eu sur l'or. On est désormais revenu à 19 $ l'once d'argent.
Donc un seuil qui est selon moi assez intéressant. D'ailleurs, si je devais jouer le scénario de hausse, comme j'en parlais tout à l'heure en début d'émission sur l'or, eh bien en vrai je m'intéresserais plutôt à l'argent, qui je pense a plus de potentiel. On va voir en tout cas ce que dit Jérôme Révillier à ce sujet. Silver, jouer le rebond mais pas n'importe comment. Donc déjà ça annonce la couleur, il sera plutôt haussier. Donc Jérôme Révillier, je pense que vous connaissez tous, c'est quelqu'un qu'on a pas mal interviewé ici et qu'on peut retrouver sur le site eoltrading.com. Ok, tout le monde parle beaucoup de l'or. Normal, le métal jaune... Putain. 2 petites secondes s'il vous plaît. Ouais, désolé, c'était un broker qui m'appelait. Un truc en investissement, j'ai pas bien compris. FX, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Après, peut-être ça va être bien, peut-être pas. En tout cas, en général, c'est pas très bon signe quand on a des marches commerciales de la sorte. Quand on a des commerciaux qui viennent vous appeler, surtout que je sais même pas comment ils ont eu mon numéro, et ils me disent oui, vous étiez inscrit, alors que c'est pas vrai, et c'est souvent le cas. Moi, du coup, comme je suis responsable du site, il y a quand même souvent des. Enfin, je joue souvent des comptes démo, ou quand il y a de nouveaux brokers, je vais tester. Bah justement, je sais que des fois, il y en a, ils passent mon numéro à d'autres gens. Donc, bon, après, je me doute bien que qu'il y a des requins là-dedans et que c'est même pas question d'être un requin là, mais qu'il y a des données qui sont échangées, etc. Je suis pas naïf, voilà ce que je veux dire. Je sais comment fonctionnent les brokers. Je sais qu'il y a beaucoup de brokers, c'est la même maison mère derrière. Des brokers notamment peu sérieux, tout ce qui est basé à Chypre, où on voit bien de toute façon les sites qui se ressemblent tous, etc. Je parle pas des gros, hein. Là je ne mets pas du tout dans ce sac là, par exemple des Saxo Bank, des Wanda, des FXCM, des Alpari UK, des IG Markets. Ceux-là sont des brokers bien distincts, qui travaillent sérieusement sous forte régulation. Mais vous savez, les brokers exotiques, il y en a tellement qui s'ouvrent avec de tout et du n'importe quoi au niveau régulation, que bien sûr des fois on a des fichiers clients qui tournent, etc. Bon, moi je m'en fous, au contraire ça m'amuse d'avoir des commerciaux qui m'appellent parce que bah, de toute façon au bout d'un moment ils voient bien qui ils ont affaire, et ça permet aussi de voir ceux qu'ils utilisent comme argument pour éventuellement aider les gens quand il y a des gens qui viennent se plaindre sur le forum, etc. Voilà, c'est une petite parenthèse, je vous lis donc l'analyse sur l'argent faite par Jérôme Révillier. Tout le monde parle beaucoup de l'or, normal, le métal jaune se trouve sur une zone de support qui va attirer les acheteurs avertis. Pourtant, dans un but spéculatif et plus agressif en termes de trading, j'aimerais aujourd'hui vous guider dans une opportunité partiellement intéressante. Cette recommandation, j'en ai déjà parlé la semaine passée sur BFM Business. Putain, il passe sur BFM maintenant, Jérôme Révillier. Eh ben,
Donc vous pouvez retrouver le podcast ici, mais elle est toujours d'actualité. Bah tiens, on va aller voir ce qu'il disait sur BFM. Du coup l'émission va durer un petit peu plus longtemps qu'1 heure aujourd'hui, mais c'est pas bien grave, elle va durer peut-être 1h10 ou 1h15, et on va aller voir ça après. Donc on va aller écouter Jérôme Révillier du côté de BFM Business. BFM Business, intégral placement, l'œil du stratège. Oui, notre stratège pour bien comprendre cette séance aujourd'hui, c'est Gustavo Orenstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Dorval Finance. Gustavo, on a un CAC 40 qui signe une 6e baisse d'affilée et encore une forte baisse. On perd à nouveau plus d'1%. On est passé sous les 3600 points tout à l'heure. Le couteau est en train de tomber. Il va tomber jusqu'où d'après vous ? Alors, je crois qu'il faut bien, reprendre un petit peu ce qui s'est, la chronique de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je crois que le tournant, ça a été donc la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Bien sûr. Où donc la Réserve fédérale a confirmé, contrairement à ce que certains espéraient, en tout cas a confirmé que le rythme de quantitative easing allait se réduire et s'arrêter probablement au milieu de l'année prochaine. Donc ce changement, qui est simplement un changement de discours, même pas d'action, puisque la Fed continue aujourd'hui encore d'acheter 85 milliards de dollars par mois de titres donc sur les marchés. Enfin, l'action va changer manifestement. Voilà, exactement. Le fait de simplement, on passe d'une phase où les investisseurs pensaient que la Fed allait en faire de plus en plus à une phase où les investisseurs pensent qu'elle va faire de moins en moins. Et donc ce changement de phase suffit à mettre un peu la pression sur les actifs risqués. Et c'est ce qu'on voit en règle générale. Et je crois que les marchés européens aussi sont un peu victimes de ce mouvement-là. Mais est-ce que vous avez l'impression que les marchés reculent dans le bon ordre ? Très franchement, c'est pas nous l'impression qu'on a, parce qu'on a à la fois les tensions sur les marchés obligataires, une chute des matières premières, une chute des émergents, une chute des places occidentales. On jette le bébé avec l'eau du bain en ce moment. Est-ce qu'on n'est pas sur un sell-off parti pour durer ? Non, je ne crois pas. Ce type de mouvements sur les marchés sont assez habituels. C'est toujours, les marchés sont beaucoup plus volatiles que les fondamentaux de l'économie, qui eux-mêmes ne sont pas dégradés dans les 15 derniers jours. Il n'y a pas eu de dégradation spécifique des fondamentaux économiques. Au contraire, les chiffres économiques sont plutôt corrects, se tiennent bien aux États-Unis. Il y a plutôt de bonnes surprises en Europe. Les marchés vivaient peut-être dans une bulle avec toutes ces liquidités. Les marchés, c'est vrai qu'ils ont bénéficié de la politique monétaire très expansionniste, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire de la hausse des marchés des derniers mois. Prenons les États-Unis par exemple, sur le marché américain, il y a une progression très nette des résultats des entreprises qui accompagne largement la hausse des marchés américains. En revanche, la politique monétaire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a beaucoup réduit la volatilité. Le marché américain montait avec très très peu de volatilité, et ça c'était effectivement un peu anormal. Il y avait une sorte d'endormissement lié à la politique monétaire. Maintenant que la politique monétaire est en train de changer, on retrouve la volatilité. Mais ce qui compte, c'est les résultats des entreprises, la progression, la croissance. Et ça, aujourd'hui, dans le monde, il y en a encore. D'accord. Donc, il y a encore des raisons d'espérer, des raisons pour les marchés de ne pas trop chuter, même si le mouvement est brutal en ce moment. Et les taux obligataires, vous pensez pas qu'ils vont progresser de façon fulgurante ? On a un 10 ans américain à 2,6 là aujourd'hui, en forte hausse encore une fois. On n'est pas sur un début de krach obligataire. Là, c'est toujours difficile. Les cracks, c'est toujours un peu irrationnel et c'est difficile à anticiper. Nous, ce qui nous semble quand même aujourd'hui, rappelons quand même que la Réserve fédérale continue d'acheter 85 milliards de titres par mois. Elle va simplement commencer à le ralentir. En plus, cette politique de ralentissement est dépendante des données économiques. Si les données économiques américaines finalement ne confirment pas la reprise, eh bien la Fed va au contraire arrêter de ralentir et va peut-être même l'augmenter. Ben Bernanke l'a rappelé. Donc, je crois quand même que on reste dans une configuration qui est positive. N'oublions pas que la Réserve fédérale ralentit les achats parce que l'économie américaine va mieux. Oui. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours des raisons d'espérer. Si elle ralentit, c'est que l'économie va mieux, donc des raisons pour le marché de monter. Et si l'économie va pas mieux, la Fed poursuivra sa politique, donc des raisons pour les marchés de remonter. Absolument. Pour l'instant, on est encore dans un moment où il y a toujours un peu de volatilité, mais ça reste encore simplement une normalisation de la politique monétaire pour de bonnes raisons, parce que ça va mieux. Mais les marchés émergents, eux aussi, reculent. On a eu une baisse de 5% encore en Chine ce matin, et des tensions toujours sur les taux interbancaires. Ça, c'est un signal plutôt négatif. Alors sur les émergents, la situation est un petit peu différente. Il y a plusieurs choses à la fois. D'abord, il y a un sell-off généralisé dans tous les émergents, indépendamment de la qualité intrinsèque des pays. Des pays qui vont relativement bien, comme le Mexique, les Philippines, la Thaïlande, ont été pris dans la tourmente. Et ça, simplement, là, c'est vraiment la conséquence directe de la réduction du quantitative easing. Donc avec la réduction du quantitative easing, tous les marchés qui avaient beaucoup bénéficié des liquidités, notamment les pays émergents, ont subi des grands dégagements. Ça, c'est une chose. Et puis, parallèlement, il y a le problème chinois. Là, c'est autre chose. Il se trouve qu'en Chine également, il y a une sorte de resserrement de la politique monétaire, mais lié là directement à toute la sphère du shadow
banking. Donc la Banque centrale de Chine essaye de remettre un peu d'ordre dans ses comptes, essaie de remettre un peu d'ordre dans le système financier. Et évidemment, c'est un intervalle qui est un peu douloureux. Oui, c'est sûr. Une transition difficile à négocier. Pas de ralentissement inquiétant pour vous des émergents? Des économies émergentes. Les grandes économies émergentes sont en train de ralentir. Je prends l'exemple de la Chine, puisqu'on en parlait. La croissance chinoise, au fur et à mesure, va ralentir et va aller tangenter les 7%. Dans le fond, 7% pour une économie de la taille de la Chine, c'est pas quelque chose qui est dramatique en soi. Il y a simplement le passage qui est difficile, mais en soi, 7%, ça reste tout à fait honorable pour une économie de cette taille-là. Du coup, face à tout ce constat que l'on fait entre la Fed, son impact, les émergents que vous venez de décrire, comment est-ce qu'on règle le curseur de l'allocation aujourd'hui? Comment est-ce qu'on répartit un petit peu ces risques? Alors malheureusement, ce passage-là, c'est un passage où on ne peut faire ni des actions ni des taux. Donc il n'y a que le monétaire qui est le refuge dans ce type de mouvement. Mais je comprends le risque entre guillemets de ne pas gagner d'argent pour être sûr de ne pas en perdre. Là, je crois que ou d'en perdre le moins possible. Voilà, là, vous donniez l'exemple du couteau qui tombe. C'est toujours difficile de les attraper pendant qu'ils tombent. Donc, il faut être un peu prudent à court terme et garder du cash pour se repositionner, notamment sur les actions qui, selon nous, restent intéressantes à moyen terme. D'accord. Et il faudra se repositionner sur quel secteur d'ailleurs? Il va falloir se repositionner. Alors, logiquement, puisqu'on est en train de dire que la croissance mondiale est quand même là et elle va effectivement réaccélérer, je dirais qu'il faut commencer à se réintéresser aux secteurs cycliques qui sont vraiment au fond du trou. Mais vous vous rendez bien compte que ce que vous dites va complètement à l'envers du message que nous envoient les marchés aujourd'hui? Oui, parfois il faut être un peu contrariant et il faut profiter justement de cette baisse qui est un peu exagérée par rapport encore une fois aux fondamentaux qui eux ne sont pas dégradés dans les 15 derniers jours pour se repositionner sur les secteurs un peu cycliques qui souffrent énormément et qui sont aujourd'hui à des points, des valorisations extrêmement attractives. Donc il faut se réintéresser aux vrais cycliques. Hein. On parle pas des cycliques dont la croissance est absolument assurée comme des Essilor par exemple. Non, là il faut aller chercher les cycliques plus risqués. Des cycliques plus risqués. Oui. D'accord. Donc il faut essayer de repositionner un peu son portefeuille, éviter de continuer à empiler sur ces valeurs qui sont les valeurs favorites qui sont dans tous les portefeuilles, et puis commencer à aller un peu éventuellement dans le style value, aller chercher des valorisations intéressantes et commencer à jouer le fait que la croissance mondiale va effectivement se stabiliser et redémarrer. Et il vaut mieux en profiter quand le marché baisse, évidemment, que quand le marché. Mais alors si on va au bout de votre logique, si vous pensez que la croissance mondiale va réaccélérer, qu'il n'y a pas de très très gros problèmes dans les émergents, vous restez investi là-bas dans les émergents, vous ne réduisez pas votre allocation en ce moment? Dans les émergents, en fait, ce qu'on a fait déjà depuis un certain temps, c'est d'abord on est sorti complètement de tout ce qui est dette émergente, à la fois en devise locale et en dollars. Donc on est sorti de la dette émergente, mais il y a déjà plusieurs mois parce que simplement en termes de valorisation, il n'y avait plus rien à gagner. Et je crois que le sell-off a d'abord commencé sur la dette émergente avant de toucher les actions émergentes. Les actions émergentes, elles, ça fait déjà un certain temps qu'elles souffrent. Et la question simplement, c'est quel émergent et quel type d'entreprise au sein des émergents. Je le disais, il y a de la croissance dans les émergents, c'est vrai, mais il n'y a pas forcément des résultats des entreprises. Et quand on investit sur les actions, ce qu'on achète, c'est d'abord et avant tout la croissance des résultats des entreprises, pas la croissance du PIB. Faut jamais l'oublier. Et les entreprises dans les émergents avaient un moment difficile, une sorte d'effet ciseau, puisqu'il y avait la croissance ralentissait un petit peu, la croissance économique, et en même temps leurs coûts continuaient d'augmenter de manière importante, notamment les salaires. Donc les entreprises émergentes ont beaucoup souffert dans cette phase-là, mais on trouve au sein des émergents des entreprises et des secteurs qui sont des secteurs plus petits, des entreprises de plus petite taille. Vous pensez à qui, à quoi? On trouve dans les petites et moyennes capitalisations en Asie, on trouve dans des secteurs qui sont le secteur de la consommation ou le retail, on trouve des valeurs qui se tiennent très bien, qui font des croissances toujours très fortes et qui continuent de bénéficier d'une histoire qui reste là, qui est l'apparition d'une classe moyenne dans les mondes émergents et le fait que la croissance peut être un peu sur un rythme un peu plus faible, mais reste quand même bien plus élevé que ce qu'on a dans le monde développé. On voit quand même Carrefour qui est très exposé au Brésil. Alors, je vais avancer un peu. Bon, ceci dit, c'est très intéressant, donc c'est pas très grave. Du coup, ça fait une émission un peu plus longue ce soir, mais on va pas trop laisser traîner, parce que le but c'est tous les soirs d'être faire 1 heure, donc du concentré pour être rapide, pour gagner du temps, également pour que je bosse sur d'autres choses, mais aussi pour les gens qui écoutent, pour avoir un autre format que les émissions très longues qu'on faisait auparavant. J'essaie de trouver tout de suite l'apparition de Jérôme Réguet, parce que en fait je pensais que c'était direct, mais en fait non. Encore sur l'or, pour le moment, on s'en fondamentaux. Meilleur spécialiste de l'analyse technique, Jérôme Revillier. Bonjour Jérôme. Bonjour messieurs. Vous êtes le fondateur d'Eol Trading. Jérôme, on a eu une accélération à la baisse du CAC 40 là depuis 1 heure. On perd désormais 1%, 3620 points. Jusqu'où le couteau tombera-t-il d'après vous?
Alors le couteau tombera-t-il? Je ne sais pas. En tout cas, on a une zone vraiment clé à 3600. Tous les traders qui sont passés l'ont dit. Là, il n'y a rien à inventer. 3600, 3580, c'est véritablement une zone clé. On voit quand même une belle réaction depuis ce matin. Je m'attendais pas non plus à ce que ça accélère énormément un lundi comme ça. L'IFO, comme vous venez de le dire, a été plutôt pas mal. Donc peut-être un petit potentiel de rebond, ce qui ne change rien au biais largement baissier sur les indices. En tout cas pour le CAC, tant qu'on est sous 3750, 3820, il n'y a rien à espérer pour le moment. Et vous arrivez dans le contexte actuel à dresser des perspectives moyen terme pour les marchés ou c'est trop compliqué? Alors on essaie justement, moi je suis un trader systématique, donc j'essaye justement par nature de pas me poser trop de questions, de définir des seuils sous lesquels on vend ou au-dessus desquels on achète, et puis on essaie de pas trop réfléchir. On voit bien que les fondamentaux sont vraiment en arrière-plan pour le moment, donc on essaie de dresser quelques perspectives, mais on reste surtout concentré sur les seuils techniques à court terme pour tenter de rester dans la tendance. Voilà, avant d'essayer d'atteindre l'horizon, il faut déjà franchir la première vague, et c'est une vague de baisse encore aujourd'hui, donc un CAC en baisse d'1%. Il y a du potentiel de baisse encore à Wall Street également, d'après vous? Alors oui, les indices américains effectivement devraient encore souffrir, toujours sous l'effet Ben Bernanke qui a annoncé la réduction du quantitative easing. En revanche, moi je reste toujours beaucoup plus inquiet pour la zone euro que pour les indices américains. On voit bien que les États-Unis ont des ressorts que nous n'avons pas. Alors ils sont peut-être en mesure de mieux digérer ces annonces-là que nous qui sommes d'ores et déjà et encore, j'ai envie de dire, dans une situation critique. On voit la Grèce, on voit Chypre revenir régulièrement. Donc on se débarrasse pas de nos casseroles. Jérôme, un petit mot de l'or. Est-ce que c'est un actif singulier aujourd'hui? Comment vous le sentez? L'or, je crois qu'il y a plus grand monde qui le sent. Il y a eu beaucoup de spéculation sur l'or. Là, il est en train de prendre une bonne claque sous 1300. Alors, on ne revient pas encore sur l'or. Pour le moment, on sent bien qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, un vrai changement d'approche sur le métal, les matières premières d'ailleurs en général. Donc, on reste pour le moment à l'écart de l'or. On va voir sur les 1200 ce que ça va faire. Ah oui, ça fait encore du potentiel de baisse quand même. 1200. Oui, nettement. On voit bien qu'il y a un momentum. Donc, on attend vraiment d'aller encore un petit peu plus bas sur l'or. Si je devais choisir un métal, il y en a d'autres qui sont à mon avis plus intéressants. Genre l'argent par exemple. On surveille de très près l'argent qui est d'un point de vue technique venu sur des zones intéressantes. On va commencer, on y va doucement, mais on va commencer d'accumuler quelques positions acheteuses sur le silver, avec dans la zone entre 19 et 17, pour viser un fort rebond vers 24-25. Ah bah voilà, peut-être du potentiel de rebond donc sur l'argent qui reste quand même très volatile. Faut quand même le rappeler à nos téléspectateurs. Ouais, voilà. C'est vraiment à aller avec précaution, mais bon, il y a peut-être des choses à faire pour redonner un peu de vert aux portefeuilles actions qui ont souffert ces dernières semaines. Un dernier mot sur l'autre actif qui fait vraiment réagir, c'est la bourse de Shanghai, les bourses chinoises qui n'arrêtent pas de se planter chaque matin. Aujourd'hui, on a perdu 5%. Le couteau a terminé sa chute là-bas ou il va la poursuivre d'après vous? Là, je crois qu'il y a encore aussi du potentiel. On voit bien que la Chine est vraiment impactée, les craintes déjà de ralentissement, et puis la politique de taux qui vraiment inquiète tout le monde. Donc encore 5% ce matin. Alors nous, on étudie les effets collatéraux, j'ai envie de dire, de cette chute, puisque par exemple le dollar australien sur le marché des devises, le dollar australien s'est littéralement écroulé depuis quelques semaines, alors que la Chine, qui est le principal partenaire commercial de l'Australie, connaît quelques difficultés. Donc non seulement c'est inquiétant pour les marchés chinois, mais je pense qu'à terme ça pourrait venir impacter un petit peu tout le monde, puisque ça reste quand même un moteur essentiel pour la croissance mondiale. Donc vraiment de vives inquiétudes en Asie. Il y aura même aussi le Japon à surveiller de très près cette semaine avec pas mal d'annonces, et un yen qui pourrait reprendre sa tendance haussière et mettre à mal la politique monétaire japonaise. Eh ben voilà, pas de langue de bois avec vous, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading. Pas de langue de bois et surtout des perspectives techniques toujours intéressantes, Cédric. Et un CAC qui perd 1,1. Ok, donc ça, c'était pas à ce jour, mais c'était donc l'intervention de Jérôme Revillier que je voulais entendre avant de lire son article. Ok, on enchaîne. Donc, voilà, le podcast ici. Mais elle est toujours d'actualité. Je pense que vous devriez en profiter. Ici, pas de considération fondamentale, mais bien uniquement une approche purement technique et comportementale avec notre indicateur COT.
Cet indicateur qui utilise les données de la CFTC, qui rapproche chaque semaine le positionnement des principaux traders sur options et futurs, nous donne une vision du comportement des plus grosses mains du marché et va nous aider à se mettre du bon côté de la barrière. Cette opportunité dont je veux vous parler, c'est sur l'argent. Ne soyez pas étonnés que je vous parle de ce métal, car en fait, l'argent est traité comme une devise sur les plateformes Forex. Argent retour sur une zone de support. Après sa flambée début 2011, l'argent a régulièrement baissé, revenant tour à tour sur des zones clés dont une se distinguera comme un support important autour de 26,40 $. Graphique hebdomadaire sur l'argent, on le regarde ici. Donc voilà, pour lui, on pourrait même continuer le mouvement. Alors, soit le rebond se ferait dès maintenant, soit on pourrait poursuivre le mouvement vers les 15,66. Alors, ce que je trouve intéressant, eh bien, c'est que il a plusieurs ordres en attente. Donc, on voit qu'il moyenne également légèrement son prix, mais avec une vision prise à l'avance, puisque on dit souvent qu'il ne faut absolument pas moyenner, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ce. Il faut absolument pas, c'est juste qu'il ne faut pas le faire dans n'importe quel contexte et de n'importe quelle manière. Si c'est fait à l'avance et qu'on a clairement calculé son risque, pour moi ça peut être intéressant. C'est ici un peu ce qu'explique Jérôme Rivière. On voit également que si le mouvement reprend, il aura également des ordres en attente à l'achat. Donc à la fois une moyenne, à la fois une pyramide, plutôt intéressant. En tout cas, il a un scénario clairement haussier et il le joue de manière assez agressive avec plusieurs possibilités d'entrée. La cassure de ce support au cours du mois d'avril 2013 a provoqué l'accélération de la chute vers la zone des 20 $, sous laquelle le métal évolue actuellement, avec un récent point bas autour des 18 $. L'argent semble être dans une configuration intéressante pour passer à l'achat progressivement. Pour renforcer cette configuration, alors faites comme les pros, accumulez. Pour renforcer cette configuration, je vous invite à regarder le positionnement des traders professionnels sur les options et futurs grâce à notre indicateur COT. J'en profite pour vous dire qu'une série d'articles dédiés au COT sera publiée tout au long de l'été afin de vous aider à mieux comprendre cet outil. Nous considérons en effet ici que le marché fonctionne par phase appelée phase d'accumulation puis de distribution. En clair, les agents qui font de la couverture et sont donc à contre-tendance. Ligne rouge sur l'indicateur. Accumulent les contrats pour se protéger des fluctuations d'un sous-jacent, ici l'argent. Après avoir été massivement à la vente pour se protéger de la hausse, ils ont récemment débouclé ces positions acheteuses, phase de distribution, puis se sont repositionnés à l'achat pour se protéger de la récente baisse, accumulation en cours. Désormais, nous nous préparons à la prochaine phase de distribution qui devrait conduire à une hausse du métal. Accumuler le métal. C'est la patience qui sera votre meilleur allié. Je vous recommande de vous positionner à l'achat vers 16,50 $, puis 17,40 si nous devions y revenir. Dans le même temps, je vous recommande de renforcer sur cassure des zones à 20,20 $, puis 21,80 $ pour viser un retour qui pourrait être très violent sur la zone pivot à 26,40 $ et même une extension à 31 $. Je vous invite à la plus grande méfiance car l'argent reste un support très volatile, mais avec un bon money management et une stratégie rigoureuse, vous pourriez bien redonner du vert à votre portefeuille à une vitesse record. Et encore une fois, réservé à la date du 15 novembre, pour une formation approfondie sur les devises, je serai là pour tout vous expliquer sur le métier de trader de devises. Ok, donc qui en profite pour faire un peu de pub pour son événement, donc le 15 novembre, c'est dans un petit moment. Voilà, donc Jérôme Révillier, responsable d'All Trading. Je vous mets le lien vers ce sujet sur le chat écrit. Alors, pour ma part, eh bien, on a fini, on a dépassé le temps escompté. Donc ma position est toujours vendeuse sur le CAC 40. CAC 40 que l'on voit ici en graphique 4 heures. Alors effectivement, on sera assez vigilant par rapport à un contexte éventuel d'épaule, tête et épaule. Pour le moment, on a de l'hésitation au niveau de la zone des 50%. On ne parvient pas clairement à la casser. On revient sur nos pas. Les acheteurs ont toujours en main le marché à très court terme. La dominante moyen court terme, donc on observe depuis les plus hauts de mai, est plutôt baissière, même si on a quand même retracé 61,8, ce qui remet en question cette dernière. Un signal intéressant pour une prise de position à la vente pourrait être la cassure de ce support oblique haussier. Support que l'on va doubler. Là, on a pris en compte les points bas, y compris les ombres. On va retracer ce même support oblique haussier sans tenir compte des ombres. Voilà, donc là on a une autre zone, on a une zone et puis non seulement un seuil qui se dessine. Et en cas de cassure de ce drapeau, qui s'agit actuellement d'un drapeau de correction, on pourrait avoir une reprise en main du marché et viser les 3600.
Moi, mon point d'entrée est ici en vert. On voit qu'on s'en est éloigné avec une belle hausse. Pas de problème, les marchés, c'est ça. On a pris une partie de la perte. On pourra sortir de nouveau si on casse les 61.8 et on sortira entièrement en perte si on casse les précédents plus hauts que l'on avait marqué le 28 mai dernier. En revanche, si on a des vendeurs qui reviennent effectivement et qui reprennent en main ce marché, si on dessine ce scénario d'épaule tête épaule dont on vient de parler, dont on a vu parler au cours des diverses analyses qu'on a pu lire à droite à gauche ce jour, 3006 c'est quand même un seuil qui revient très souvent, donc un seuil très important, on n'est pas du tout les seuls à le regarder, et bien effectivement on pourra prendre notre bénéfice avec un gain significatif et intéressant. Donc voilà, conviction baissière, pourquoi? Parce que les marchés actions ont énormément monté sur le QE aux États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été pricées, beaucoup d'anticipation. Là, les prochaines anticipations pourront se faire justement sur un ralentissement ou un arrêt du quantitative easing. Couplé à cela, des raisons fondamentales, puisque l'économie, certes, va mieux, notamment aux États-Unis, mais c'est pas non plus la panacée, tout ne va pas bien. En Europe, il y a des très gros défis, des très grosses tensions. On l'a vu avec des missions multiples au Portugal de divers politiques. Donc, pour moi, je pense qu'en termes de probabilité, c'est intelligent et intéressant d'être vendeur dans ce cas de figure sur le CAC 40. Donc je suis toujours vendeur avec une perte en cours de 66,15 €, une équité qui s'élève actuellement à 10 418,28 €. Donc on a 418,28 € de profit si je fermais tout actuellement, soit un gain de 4,18%. Donc je crois que le CAC fait un peu le clou puisque depuis le 24 juin, on a bien corrigé. Mais le but, c'est pas de surperformer sur quelques semaines, mais bien à long terme. Donc on a encore tout notre temps pour réaliser cela. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Je vais faire un dernier point sur ce qu'il est sur le chat écrit. Salut Mips, j'ai une critique contre tout ce qu'il va faire. Il faut faire attention au contenu codé en UTF-8. Il ne faut pas mélanger les char-7. Alors là, tu parles de truc de webmaster, d'accord Mips. Alors, bonne soirée à tous, bon trade. J'espère que vous avez fait une bonne journée de trading. Et je vous retrouve demain soir pour un nouveau point sur les marchés et une nouvelle chronique de gestion de notre compte témoin dont vous pouvez trouver les résultats et suivre les positions à tout moment au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission via MyFXBook. Bonne soirée, à demain.